Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde de l'Occitanie passe à l'anti-gaspi. Je suis Marc Lamy, l'animateur de cette table ronde et animateur de la commission Foodtech et aussi entrepreneur dans la restauration. Après des décennies où nous avons vécu dans l'abondance, nous rentrons dans une ère de prise de conscience où la maîtrise du gaspillage est au cœur du sujet. Que ce soit l'énergie avec l'électricité, l'eau ou encore la nourriture, nous devons changer nos habitudes. En France, la perte de gaspillage alimentaire représente 10 millions de produits par an, soit une valeur commerciale de plus de 16 milliards d'euros. 16 millions d'euros, pardon. 16 milliards d'euros, c'est ça. Ce gaspillage constitue un prélèvement inutile de ressources naturelles et des émissions de gaz à effet de serre, soit 15 millions de tonnes équivalent de CO2, qui pourraient être évitées. En 2020, une loi anti-gaspi est passée qui envisage de faire une économie de gaspillage de plus de 50% par rapport à 2015 d'ici 2030. Que ce soit, dans cette dynamique, l'Occitanie met tout en place pour changer nos habitudes. Que ce soit les élus, les institutions, associations et entreprises, tout le monde met sa pierre à l'édifice pour que nos habitudes changent. Pour en parler, nous avons 5 invités qui travaillent tous les jours pour que nous, citoyens et entreprises, nous changeons nos mauvais réflexes et du quotidien. Alors, avant de poser les questions à nos intervenants, on va faire un tour de table pour qu'ils puissent se présenter. Et nous allons commencer par Monsieur Bolzan. Donc, je suis élu adjoint au maire en charge du bien manger à la ville de Toulouse. Ça regroupe la cuisine centrale, 35 000 repas jour. Les marchés de plein vent et les halles couvertes, et le domaine de Candy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 30 hectares au sud de Toulouse, qui appartiennent à la ville de Toulouse, et 250 hectares de terres agricoles sur la commune de Toulouse. Et à côté de ça, je suis aussi conseiller métropolitain en charge de l'agriculture et de l'alimentation, et président national de la Fédération des marchés de Gourde de France. Jennifer Diran, je suis chargée de la mission RSE pour le Grand Marché de Toulouse. À ce titre, donc, M. Bolzan est notre cher élu. Dans le cadre de mes missions, je gère les actions qui sont en lien avec la réduction du gaspillage alimentaire, évidemment, à la source chez nous. Également, le tri, la valorisation de nos déchets. Merci. Nicolas Coste, je suis cofondateur et brasseur pour la Broulangerie. On est une boulangerie-brasserie qui récupère les invendus de chaque production dans l'autre pour éviter le gaspillage alimentaire. Bonjour, Alexandre Fox, cofondateur et directeur de l'association Belle Gamelle, que nous avons créée pendant le Covid, installée sur le Mine aussi. Et nous réalisons des repas à partir de produits frais qui étaient destinés à être jetés pour les gens en grande précarité. Et bonjour à tous, Valentin, un des papas d'Hector le Collector. Nous, on récupère les déchets alimentaires et les restes de repas issus de la restauration, mais également dans les entreprises et lors d'événements. Bon, merci à vous 5 d'être présents. On va commencer tout de suite avec la première question qui est destinée à M. Bolzan. Monsieur Bolzan, quelles sont les initiatives prises par Toulouse Métropole pour faire prendre conscience de l'importance et de l'impact de l'anti-gaspi à nos concitoyens? Alors, sujet vaste, comme tous les sujets liés à l'alimentation et à l'agriculture, on a dit tout ce qu'il fallait assurer cette transition, mais tout ce qu'on va dire aujourd'hui ou tout ce qu'on fait, c'est facile à écrire, facile à dire, mais plus compliqué à mettre en œuvre. Pour autant, on a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans cette thématique et donc il faut à la fois les accompagner, à la fois impulser aussi, nous, à travers les politiques. Au niveau de la métropole, on travaille au niveau de toutes les communes, au niveau de la restauration collective. Il y a un accompagnement, on a lancé un AMO l'an dernier, on accompagne la restauration collective vers moins de gaspillage. On fait de la sensibilisation dans les écoles. On fait de la sensibilisation aussi auprès, non pas uniquement des cuisiniers, des cuisines centrales, mais aussi des acteurs qui servent, des agents dans les cuisines qui servent, les employés pédagogiques aussi. Donc on fait une sensibilisation globale. On accompagne aussi par le biais de subventions, soit par le biais de l'économie sociale et solidaire, soit par le biais de start-up, des nouvelles entreprises au quotidien. Et puis on essaie de travailler tous ensemble, même avec l'intelligence artificielle. Depuis cette année, on travaille en interne. Le sujet, c'est quoi? C'est par rapport à la cuisine centrale de Toulouse, 35 000 repas jour. C'est en début d'année, en fin d'année, c'est d'arriver à prévoir le nombre de repas qu'il y aura sur les 5 semaines à venir, notamment en début d'année, parce que le nombre n'est jamais fiable jusqu'au mois d'octobre. Et cette année, on a économisé
par ce biais-là, par ces prédictions, 6 000 repas, donc c'est quand même un coût non négligeable, et puis surtout un gaspillage qui n'est pas là. On a passé des contrats avec une convention avec Too Good To Go, par exemple, pour vendre les menus qui sortaient de la production les après-midi, le jour même, et puis avec Hop To Food pour là, c'est des dons alimentaires que l'on fait pour les étudiants notamment. On avait ciblé les étudiants ou autres. Et voilà, on essaie. Il y a un travail qui est fait. Il y a beaucoup de travail à faire. Et d'ailleurs, il y a des acteurs peut-être qui témoigneront ici que voilà, on n'est pas arrivé. Mais c'est un sujet qui est important, mais qui est au-delà de l'action métropolitaine. Ça part de la production à la fourchette, à mon avis. Même chez l'agriculteur, il y a du gaspillage. En transformation, il y a du gaspillage. Enfin, à tous les niveaux, il y a du gaspillage. Donc, il faut travailler sur l'ensemble des acteurs. C'est pour ça que ce n'est pas uniquement la métropole qui va arriver à résoudre le problème ou à travailler sur le gaspillage alimentaire. C'est l'ensemble des acteurs où on doit travailler ensemble sur cette thématique-là. Merci, Monsieur Boldan. Jennifer, donc, vous représentez le Mine avec 147 entreprises hébergées au Mine, plus de 227 000 tonnes de produits commercialisés, dont 75 de fruits et légumes. On peut dire que le Mine est une ville dans la ville, une réelle pépinière, un point névralgique pour la nourriture des Toulousains et de ces agglomérations. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'organisation du Mine? Comment au quotidien le Mine agit pour répondre aux enjeux de l'anti-gaspi au sein de sa structure? Alors, en quelques mots, comme vous l'avez dit, le Mine, donc une ville dans la ville. Le Mine, c'est un petit peu, pour faire un parallèle, la centrale d'achat pour les commerces de proximité, les détaillants de produits qu'on appelle le commerce de bouche. Le Mine, c'est aussi un gros créateur d'emplois, un bassin d'emplois important, puisque 1200 emplois directs sur le Mine et Dieu sait combien d'emplois indirects. Le Mine, c'est aussi un maillon très très important entre les producteurs, les consommateurs, qui soient donc commerçants ou même restaurateurs. On est garant aussi des produits qui sont commercialisés, donc fervent défenseur des produits de qualité, sous SIQO, comme on les appelle, signe officiel de qualité. Et enfin, le Mine est un acteur très très important du territoire en termes de développement durable, puisqu'on est dans l'obligation morale, de toute façon, quelle qu'elle soit, de permettre à nos opérateurs de trier, collecter et valoriser leurs déchets. Donc en cela, au niveau de l'anti-gaspi pur et dur, par nos actions de mécénat et de partenariat très très engagées, il y a une grosse politique volontariste aux mines de mécénat. On va soutenir un grand nombre d'associations, alors par différents moyens, que ce soit du don, mise à disposition d'espaces pour des événements, communication. Les salariés sont aussi engagés pour faire du mécénat de compétences, c'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir des témoignages que certains salariés du Mine peuvent aller faire du mécénat dans des associations. Et par ce biais, plusieurs associations qui œuvrent pour l'aide alimentaire sont donc assistées, aidées. Une douzaine sont hébergées aussi à titre gratuit. Voilà. Et ça nous permet effectivement de pouvoir donner un coup de pouce à des associations qui sont évidemment, dont vous connaissez tous, la banque alimentaire, les Restos du Cœur, et aussi des associations plus confidentielles, mais en tout cas qui, à leur niveau, ont tous un gros impact au niveau des banques alimentaires et de la redistribution de ces produits. Par rapport au tonnage que vous évoquiez, on est quand même assez fiers parce qu'on a aussi, nous, des chiffres, on sait ce qui va finir par partir in fine, parce que quand bien même on fait le maximum pour que rien ne soit gaspillé, il existe toujours un peu de perte, mais on sait maintenant, avec les indicateurs qu'on a, que ce qui part vraiment au niveau de la méthanisation, et là pareil, je laisserai la parole aux experts, est assez réduit par rapport au volume commercialisé. Merci Jennifer. Donc justement, en association que vous hébergez, on a les Belles Gamelles avec Alexandre. Alexandre, est-ce que tu peux nous retracer un peu le parcours des Belles Gamelles, une association qui a été créée pendant le Covid, nous reparler de ce beau parcours? Je vais essayer de faire court, mais Belles Gamelles s'est monté d'abord sur une logique d'anti-gaspi de la part des restaurateurs toulousains. Parce qu'un soir de mars 2020, un samedi soir, on a appris que les restos fermaient et ils se sont retrouvés tous avec de la marchandise dans leur frigo. Et le premier réflexe de Simon Carlier du restaurant Solide avec qui j'ai monté l'association a été d'appeler un copain à l'hôpital et de lui dire j'ai de la marchandise, est-ce que je peux te faire des repas? Et le lendemain d'appeler une trentaine de restaurateurs en leur proposant de faire la même chose. Il y avait un mouvement qui s'était monté à Paris identique. Et sur ce, j'ai proposé d'organiser le truc pour pas qu'on se retrouve avec juste un petit événement de com, mais qu'on essaie de pérenniser cette action et d'alimenter pendant quelques semaines tous les hôpitaux, les 5 principaux hôpitaux de Toulouse.
Au bout de 2-3 semaines, on s'est rendu compte que la détresse, elle n'était pas dans les hôpitaux, on n'était pas sous pression à Toulouse, et puis ils recevaient énormément de nourriture de la part des boulangers, des pizzas, des particuliers, et au bout de 2-3 semaines, ils disaient oh, on n'en peut plus de la bouffe. Et en parallèle, la directrice du Mine et d'autres associations comme la Banque alimentaire ou les restos nous ont fait prendre conscience qu'il y avait un vrai besoin, le nombre de bénéficiaires dans la rue avait doublé. Les bénévoles de ces associations avaient un peu disparu à cause du Covid parce que c'était surtout des personnes âgées et donc ils avaient du mal aussi à alimenter toutes ces personnes. Et on avait mis le doigt sur quelque chose qui ne se faisait pas dans l'aide alimentaire, c'est-à-dire préparer des repas de chef, entre guillemets, à partir de produits frais. Et du coup, on proposait à ces gens en grande précarité quelque chose auquel ils n'avaient pas accès d'habitude, puisque l'aide alimentaire était jusqu'à maintenant plus basée sur du recyclage de produits industriels, des déchets des grands distributeurs. Donc là, il y a eu une belle rencontre avec Maglone, avec le Mine, qui nous a ouvert le Mine, parce que rapidement, les frigos étaient vides quand même au bout de quelques jours, et on a voulu continuer, donc on a été chercher de la nourriture sur le marché d'intérêt national. Là, les grossistes nous ont ouvert leurs portes, et la directrice, on nous a mis à disposition une cuisine, et pendant 2 mois, 65 jours, 7 jours sur 7, on a fait des repas, on a fait l'équivalent de 20 000 repas. Rapidement, on les distribuait un peu nous-mêmes, et rapidement, on s'est appuyé sur des associations de terrain pour les distribuer, puisque c'était leur métier. Donc tous les jours, ils venaient récupérer entre 200 et 500 repas. En parallèle, on a été chercher les pouvoirs publics, donc que ce soit la mairie, la région, le département, pour chercher des subventions. Et en fait, on s'est retrouvé avec une masse d'argent, entre guillemets, et surtout un produit qui n'existait pas. Et on a décidé du coup de pérenniser notre action. Là, à nouveau, le Mine est intervenu en nous mettant à disposition une cuisine. La région nous a permis d'équiper entièrement cette cuisine qui n'avait pas de matériel. Et on a décidé, quelques mois après, de relancer l'aventure et de voir si on pouvait continuer. Et donc là, ça fait un peu plus de 2 ans que Belle Gamelle existe. Donc, au début, c'était surtout tous les bénévoles étaient des gens de la restauration qui ont repris le boulot au bout d'un moment. Et donc petit à petit, on a intégré ce qu'on appelle les bénévoles classiques, c'est-à-dire des retraités, des étudiants, mais aussi petit à petit des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Et là, il y a une grande richesse à intégrer ces personnes, parce qu'au tout début, des gens de la rue nous disaient on ne comprend pas vos produits, vos légumes, vos poissons, faites-nous des pâtes en sauce. Et le fait d'intégrer les bénéficiaires dans la production des repas, de leur faire travailler un poisson, un radis, peu importe le produit, et de le manger aussi avec nous le midi, ils découvraient tous ces produits et on participait quelque part à cette éducation au goût. Et donc aller vers le bien manger pour tous, qui est une volonté assez forte, encore une fois, de la mairie et de la région. Mais ce bien manger pour tous ne se décrète pas. Il faut amener les gens vers ces produits, parce que sinon, leur premier réflexe, ça va être de prendre un coca et un kebab. Et voilà. Et donc, grande richesse à intégrer toutes ces personnes. Il y a à peu près 1000 bénévoles qui sont passés en 2 ans, des profils super différents, et notamment des réfugiés qui tournaient en rond et qui se sont mis à venir cuisiner chez nous, à donner un sens à leur vie. Et voilà. Et sur le Mine, cette lutte contre le gaspillage, c'est petit à petit, on a créé des relations privilégiées avec les grossistes. On travaille à peu près avec un quart des grossistes qui jouent vraiment le jeu, et on récupère là maintenant entre 2 et 5 tonnes par semaine de produits qui partaient à la benne. Ce qui nous a permis aussi d'aider d'autres associations dans les quartiers qui ont aussi cette volonté de travailler des produits frais, des légumes, de faire des ateliers de cuisine plutôt que de recevoir des produits industriels. Donc petit à petit, on a eu ce rôle un peu central au sein du Mine de récupérer ces palettes, parce que c'est compliqué aussi pour les grossistes d'appeler une association, d'attendre que l'association vienne, de mettre le produit de côté. Donc voilà, on s'est retrouvé à récolter, à produire à peu près 50 000 repas par an et à récolter environ entre 50 et 80 tonnes de produits frais qui étaient destinés, qui seraient partis en méthanisation sinon. Voilà un peu, bref, court. Merci beaucoup Alex. On va parler maintenant un peu de compostage avec Valentin. Valentin, il y a encore 3-4 ans, le compostage, on en parlait dans le milieu un peu bobo écolo. Et puis on le voit de plus en plus apparaître dans notre quotidien, avec des containers dans les jardins publics, dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui se passe autour du compostage, pourquoi il rentre autant dans notre quotidien? Est-ce qu'il y a une réglementation? Qu'est-ce qui se passe autour du compostage?
Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est un sujet qui paraît nouveau. Pourtant, certaines personnes font du compostage depuis très très longtemps, depuis toujours même, et c'est quand même très développé plutôt en milieu rural. On se rend compte que dans les villes, il y a des problématiques. Et en fait, pour rattraper un petit peu le sujet qui a été évoqué jusqu'à présent, quand on parle de déchets alimentaires, il y a effectivement le gaspillage alimentaire, donc, dont on parle et pour lequel il faut lutter et on doit lutter. Mais il y a également tout ce qui est inévitable, c'est-à-dire les os, les arêtes, les épluchures qu'on ne peut pas recuisiner, etc. Donc de toute façon, tout restaurateur ou toute structure qui travaille dans l'alimentaire va avoir une part d'inévitable sur laquelle il ne va pas vraiment pouvoir agir, et une part gaspillage sur laquelle, pour le coup, il y a vraiment pas mal de leviers vis-à-vis de ça. Il faut savoir surtout, et l'information la plus importante, c'est que ces déchets alimentaires dont on parle, peu importe la catégorie, ils sont composés à 90% d'eau. Et aujourd'hui, quand ils sont mélangés avec tout le reste, ils partent à l'incinération. Donc je ne sais pas si vous faites un schéma très simple. Le fait de brûler de l'eau, finalement, c'est pas une bonne idée. Je ne sais pas si quelqu'un est pas d'accord, mais en tout cas, écologiquement et économiquement, on peut faire mieux. Et en ce sens, il y a une réglementation qui est prévue et qui prévoit, à échéances différentes en fonction des volumes de déchets qui sont produits, que ces déchets alimentaires soient triés à la source pour être ensuite soit compostés, soit méthanisés. Pour faire un petit laïus très rapide sur la méthanisation, il existe donc ces deux modèles de valorisation. La méthanisation permet de récupérer le gaz issu de la fermentation des déchets alimentaires et fait également un engrais. Donc en fait, il permet une double valorisation par rapport au compostage. Et par les temps qui courent, c'est vrai que de faire de l'énergie localement, c'est quand même quelque chose de relativement intéressant. Quand on sait notamment le volume de déchets alimentaires qui est généré chaque année par les particuliers et par les professionnels, on peut s'imaginer qu'effectivement, il y a toute une filière à organiser autour de ce compostage, de cette méthanisation. Et c'est en tout cas le travail d'Hector le collector d'organiser, d'essayer de récupérer un maximum de ces déchets alimentaires. Idéalement, pas ceux du gaspillage alimentaire, puisqu'en amont, on aime bien sensibiliser les gens sur le fait que s'ils ont la possibilité de travailler avec des associations comme Belgamel ou comme la Banque Alimentaire ou autres, effectivement, c'est quand même d'abord ça la solution, et ensuite, pour tout ce qui reste inévitable ou pour tout ce qui est gaspillé, malgré tout, on est là pour apporter des solutions. Merci Valentin. Nicolas, aussi, vous avez une entreprise qui recycle, qui récupère le pain, comme vous disiez, pour en faire des bières. Et vous utilisez la levure de bière pour faire du pain. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus le process, et est-ce que vous êtes à l'initiative de ce process, ou il en existe d'autres du même type? Alors, je ne suis pas tout à fait à l'initiative du projet, c'est mon associé qui est en photo du coup à ma place, Romain, qui a lancé la boulangerie en 2018 déjà, qui est boulanger de métier. Et en fait, lui, il travaillait chez un boulanger où il perdait tous les jours énormément de pain qui partait à la poubelle parce qu'il y avait justement une envie justement de ne perdre aucune vente. Donc en fait, c'était toujours produire, et quitte à perdre du pain, parce que les baguettes, ça coûte pas très cher à produire. Et il jetait énormément de pain tous les jours, et il s'est demandé comment revaloriser ce pain. Donc à l'époque, il était brasseur amateur. Il a commencé à se renseigner, et il a trouvé qu'il y avait en Angleterre et en Belgique des brasseurs qui réutilisaient par exemple en Angleterre le pain des cantines scolaires, et en Belgique c'était pareil à Bruxelles. Et il a commencé à faire des tests, sauf qu'il ne pouvait pas tout faire lui-même, donc il a cherché quelqu'un. C'est là où je suis arrivé, en tant que brasseur. Et tous les deux, on a monté le projet du coup, où on a pu faire la bière et le pain en mi-2019. En fait, le concept, c'est d'éviter au maximum le gaspillage alimentaire. Donc en fait, on n'a aucune perte alimentaire sur notre production, c'est-à-dire qu'on récupère en fait tous nos invendus de pain pour faire de la bière avec. On remplace une partie du malt d'orge par du pain dur, ce qui nous permet en fait d'extraire le sucre pour faire de l'alcool. Et ensuite, on récupère les drèches. Donc les drèches, c'est le reste de malt après brassage. Donc c'est du malt d'orge ou du malt de blé la plupart du temps. Il y a encore beaucoup de fibres et de protéines dedans, donc c'est assez intéressant nutritivement parlant, que ce soit pour les animaux que pour les humains. Et on le revalorise dans le pain, ce qui fait un pain très riche. Et du coup, on n'a vraiment aucune perte, on n'a aucun déchet alimentaire. Parfois, on a un peu trop de drèches, donc on les donne à des agriculteurs qui s'en servent justement pour la nourriture des animaux, ou il y en a certains qui font de la méthanisation aussi avec. Nous, on aimerait bien le faire, mais bon, c'est un peu plus lourd à développer. Et voilà, donc en fait, nous, on s'est installé après, on faisait que de la location de matériel de production au départ. On louait pour faire que de la livraison, comme ça nous évitait aussi d'avoir des pertes en interne de pain. Et en fait, on récupérait tous les pains des Biocoop et des Bio C'est Bon, qui nous donnaient en fait tous leurs invendus.
Et depuis, on a une boutique aux Place du Fer à Cheval et maintenant on récupère nos propres invendus de la boutique et on a tout en interne maintenant. Merci Nicolas. Monsieur Bolzan, on voit avec nos invités, avec Alex, Valentin, Nicolas, qu'il y a beaucoup d'initiatives, des entreprises, des associations qui veulent changer notre façon de consommer. Est-ce que Toulouse Métropole est là pour accompagner ces entreprises avec des aides, des subventions ? Alors, il n'y a pas que les subventions, mais on est là, bien sûr, pour accompagner, travailler, puisque c'est une volonté politique que Jean-Luc Moudenga. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé, c'est pour la première fois qu'il y a eu cette délégation à la métropole, agriculture, alimentation et élus au bien manger. Je suis le seul élu au bien manger en France. Sinon, il y a d'autres élus, agriculture ou autres, mais ça veut tout dire. Bien manger, c'est pas uniquement se mettre à table, passer un bon moment, picoler, puis voilà. Bien manger, ça regroupe tout. C'est d'avoir une bonne production, c'est de travailler avec les territoires ruraux, pour que les producteurs puissent venir vendre sur la métropole leur production à un juste prix, bien sûr. Donc, c'est d'ouvrir la restauration collective à notre niveau, ce qui n'est pas simple parce qu'on est dans un pays compliqué administrativement, puisqu'on a des appels d'offres, appels de candidature, on ne peut pas mettre local, il faut trouver... Bon. Voilà, mais là, j'ai une directrice qui est pour le coup très impliquée. On arrive à trouver, soit Bleu Blanqueur ou autre, d'arriver à faire que les groupements de producteurs, puisqu'on a 35 000 repas, puissent répondre. Mais ce qui est intéressant à Toulouse Métropole, c'est que on a une grosse cantine, une cuisine centrale comme celle de Toulouse, 35 000 repas, mais aussi on a des petites communes. Donc, ce qui fait qu'on peut arriver à satisfaire, entre guillemets, parce que là aussi, c'est facile à dire, la mise en œuvre est plus compliquée, la logistique ou autre. Des producteurs, on peut les orienter vers tel ou tel type de restauration collective, vers tel ou tel type restaurateur. Il y a les marchés. Nous, on met des marchés, donc on ouvre des marchés de producteurs, par exemple. Et là, on en a ouvert une dizaine le mandat précédent, on en est à 5 pour faire venir les producteurs. Ensuite, comment accompagner les structures ? Alors, soit il y a des appels à manifestation d'intérêt ou appels à projet, donc là, il faut que les personnes répondent et ensuite elles sont sélectionnées ou pas, elles sont accompagnées. Soit il y a ce que je fais aujourd'hui, par exemple, pour les associations qui travaillent sur les produits frais ou autres, il faut apprendre à cuisiner. Il faut que les gens réapprennent à cuisiner. Donc là, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai donné un feu vert pour qu'une association qui s'occupe d'hommes et de femmes qui viennent dans des hôtels, qui sont des hôtels, puisse venir cuisiner à la cuisine de Victor Hugo. On crée à Candy, fin 2023, on ouvre une cuisine pédagogique. Sur le quartier de Saint-Martin-du-Touche, dans une maison de quartier, c'est un centre social qui le gérera, on va ouvrir une cuisine pédagogique. Parce qu'il faut aussi que les gens réapprennent à cuisiner. C'est-à-dire que c'est bien beau d'acheter des fruits et légumes, mais si vous ne savez pas cuisiner les carottes ou autres, vous pouvez les trouver complètement dégueulasses. Donc il faut savoir les cuisiner. Des fois, ce n'est pas compliqué, mais il faut réapprendre aux gens à cuisiner. Ensuite, c'est sous forme de communication, c'est sous forme d'année manifestation. Il y a Toulouse Innovante là, qui est mi-octobre. On avait un stand Toulouse Métropole, plutôt que nous l'utiliser à dire voilà ce que fait la métropole. Je crée une multitude d'acteurs pour qu'ils viennent faire leur publicité, entre guillemets, sur cette place du Capitole. C'est en décembre, pendant le marché de Noël, sur les Ramblas, il y aura des stands où il va y avoir la bière des régions, par exemple, qui a postulé. Il y aura les jeunes agriculteurs. Donc on peut mettre pas seulement des subventions, parce qu'il n'y a pas que la subvention, mais c'est aussi comment accompagner, comment ouvrir les portes. Je prends l'exemple, les bières d'Occitanie. Les jeunes, ils ont été accompagnés par l'économie sociale et solidaire. Moi, quand je suis allé là, j'ai dit, écoutez, moi, j'arrive les poches vides. Par contre, comment je peux vous accompagner pour développer votre modèle économique ? Ils avaient besoin de contacts. Mais voilà, j'ai ouvert des portes, j'ai donné des contacts. Parce qu'on a quand même, ici à Toulouse, alors peut-être ailleurs aussi, mais je parle de ce que je connais, on a beaucoup d'acteurs, que ce soit des restaurateurs, des associatifs ou autres, qui veulent travailler ensemble quand même et on est une ville de réseau un peu, quoi. Et, on échange, on ouvre les portes et ça, c'est facilitateur. Et ça permet à des jeunes de passer aussi le cap. Donc, il n'y a pas que la subvention. Il y a la subvention, certes, mais ça, c'est les aides aux entreprises, c'est plus la compétence de la région. Et pour ce faire, dans le cadre du projet alimentaire agricole métropolitain, on a inclus la région dans le tour de table d'un comité stratégique parce que vraiment, sur cette thématique-là, on a la même vision, la même philosophie. Donc, pour faire là aussi du circuit court administratif, je les ai mis autour de la table. On travaille bien ensemble avec Jean-Louis Cazobon ou Mélanie Tisney-Versailles sur cette thématique-là. Et sur le gaspillage alimentaire, je vous dis, il faut partir de la production à la fourchette. On va accompagner, il y a eu une tentative d'accompagner, mais c'était 8 restaurateurs sur les biodéchets. Je crois qu'il faut le travailler. Alors là, ça va être
un autre chantier à ouvrir avec les restaurateurs, mais c'est plus compliqué à fédérer, plus compliqué même si il y a les syndicats professionnels. Enfin, ça fait un moment que je travaille dessus, même si on les connaît et autres. C'est pour arriver à enclencher ce mouvement. Alors il en faut 8, 10, 12, mais il faut enclencher, quoi. Voilà, à un moment, il ne faut pas attendre que tout le monde soit autour de la table sur les biodéchets et travailler avec les acteurs qui existent déjà, comme Hector le Collector. Voilà. Donc tout ça, il faut mettre. On a besoin de tout le monde, quoi. Nous, on a besoin d'impulser cette politique, de mettre tout ce qui va bien en fonction de nos prérogatives, bien sûr. Mais après, on a besoin de tous les acteurs. Tous les maillons sont nécessaires. Merci, Monsieur Bolzan. Jennifer, le mine, vous avez depuis un an, si je ne me trompe pas, un an et demi, un incubateur qui s'appelle les Pépites du Mine. À l'intérieur, j'imagine qu'il y a plein de startups et d'entreprises, j'en connais quelques-unes. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord des pépites de mine et nous parler plus en détail, est-ce que vous hébergez des entreprises comme Hector le Collector qui mériteraient d'avoir leur moment pour en parler? Alors, pour vous parler des pépites, à la base, les pépites est une association qui vise à fédérer les acteurs vraiment qui sont en lien avec le monde de la food, de l'alimentaire. On s'est aperçu qu'on était sollicité, les entreprises qui sont dans Mine sont évidemment sollicitées comme toutes les entreprises pour appartenir à certains réseaux d'entrepreneurs, etc. Mais qu'il n'y avait pas de réseau d'entrepreneurs autour de la food. Donc on a eu envie de créer cette association, c'est une association, pour pallier à ça. Donc l'association s'est créée autour de fédérer, créer des moments de convivialité, beaucoup d'échanges, d'ateliers de travail, etc. Encore ce matin, on avait une de nos adhérentes qui délivrait aux autres adhérents une petite masterclass au sujet de l'utilisation des réseaux sociaux. Enfin, voilà, ce genre de choses. Vraiment, le pendant de l'association, c'est cet incubateur. Même avant qu'on ait nos locaux, puisque depuis janvier, le mine s'est doté d'une pépinière alimentaire, un espace de coworking où beaucoup d'assauts, d'entreprises, de start-up sont domiciliés et logés. Même avant ça, l'incubateur est né, donc voilà, de la volonté de pouvoir soutenir des entreprises de la food avec cet accompagnement spécifique. On s'est dit, qui de mieux qu'un entrepreneur de la food peut en conseiller un autre. Enfin, voilà, on n'a pas inventé la poudre, mais c'est parti de là. Donc oui, on a des entreprises qui sont arrivées même avant et maintenant qui sont installées. Alors, je pense par exemple à une entreprise qui s'appelle Croquefork. Ce sont des jeunes étudiantes qui sont quand même brillantissimes. Voilà, je suis très admirative de leur travail. Qui ont créé des couverts à usage unique, donc jetables, compostables, comestibles, quasiment, fabriqués à partir de fruits et légumes déclassés. Donc en gros, on répond à la problématique des couverts à usage unique, quand on sait le gaspillage et tout ce qu'on peut jeter dans la restauration, que ce soit dans les traiteurs, vous êtes bien passé pour en parler, et autres en petits verres, petites cuillères, etc. Et qui répond à la thématique de que fait-on de ces fruits et légumes déclassés qui sont, pour X ou Y raison, jetés au rebut, puisque la grande distribution n'en veut pas, voire les consommateurs n'en veulent pas. On va avoir, par exemple, des opérateurs aussi qui se sont saisis de cette manne de produits. Quand je parle de produits déclassés, je ne parle pas de produits qui sont juste avant la date de consommation. Vous voyez, vraiment des produits qui ont peut-être encore une durée de vie très longue, mais juste parce qu'ils ont un défaut, qui n'altèrent en aucun cas leur goût, vont partir en méthanisation. Alors, mais vraiment, c'est des volumes très très importants. Et si vous n'êtes pas expert, en plus vous les regardez, vous ne comprenez même pas pourquoi ils vont être déclassés. Des fois oui, c'est évident, mais des fois non. Donc certains de nos opérateurs se sont saisis de ces produits. Et là, on a une de nos opératrices, donc le comptoir d'Anselme, c'est un site internet de vente en ligne de fruits et légumes, qui a créé une gamme, sauf qu'il peut, en quelques semaines, elle tient un compteur, c'est assez amusant, 1 tonne de produits vendus. Mais vraiment sur des choses hyper qualitatives. Et ça permet aussi de répondre à une autre problématique, c'est l'accessibilité de ces produits pour des classes sociales qui vont peut-être pas pouvoir se le permettre dans un premier temps. Donc c'est quand même dans si on parle d'alimentation durable, c'est quand même aussi un point important, l'anti-gaspillage, mais l'accessibilité en fait partie. Donc oui, évidemment, ces initiatives, par le biais de l'incubation, on est preneur. Alors je ne nommerai personne, mais je vois quelqu'un dans la salle, il se reconnaîtra, qui va peut-être bientôt nous rejoindre, on verra, l'avenir nous le dira. Mais effectivement, par le biais de l'association, on peut faire des choses très intéressantes. Jennifer. Valentin, on va parler un peu de modèle économique. Alors, Monsieur Bolzan, il disait
qu'on ne peut pas vivre sur les subventions, et c'est vrai, une entreprise doit trouver son modèle économique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre modèle économique, sur quoi votre entreprise peut vivre, sachant que vous sensibilisez les entreprises et vos clients à faire moins de gaspillage, mais votre modèle économique repose sur le gaspillage. C'est une très bonne question. C'est vrai que ça peut sembler contre-intuitif, mais pour répondre à cette question, je peux commencer par dire déjà que le compostage, comme la méthanisation, aujourd'hui, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire que, au même titre que l'incinération des déchets, il y a un coût de traitement des déchets qu'on paye tout un chacun dans des impôts locaux ou dans des impôts d'une manière générale, que certaines sociétés payent avec des prestataires privés pour qu'elles viennent enlever ces déchets-là. Mais peu importe la finalité, c'est-à-dire que si c'est brûlé, si c'est incinéré, si c'est composté ou si c'est méthanisé, ça coûte de l'argent. Donc évidemment par rapport à ça, il y a forcément une question de volume qui se pose. Et c'est-à-dire que nous, dans notre modèle économique, pour revenir jusqu'à là, concrètement le travail d'acteur le collector, ça va être d'installer des points de collecte, donc des bacs ou des bacs un peu plus jolis pour ceux qui ont besoin d'être plus sensibilisés. De permettre aussi aux particuliers, et ça c'est une de nos originalités, de faire le tri chez eux et de rapporter dans leur entreprise, dans leur coworking ou dans leur commerce de proximité, pour mutualiser un petit peu les points de collecte et pour nous-mêmes optimiser nos tournées logistiques. Et très concrètement, quand on sait tout ça, notre métier à nous, ça va être, une fois qu'on a installé ces points de collecte, d'aller les récupérer et de les amener jusqu'à la filière qu'on estime la plus adaptée. Donc en méthanisation principalement, mais on ne s'interdit pas de faire du compostage un jour. Et finalement, par rapport à ça, nous, notre prestation de service, elle consiste à facturer des collectes, donc d'aller chez des gens pour leur récupérer ces déchets alimentaires. Donc il y a un tarif qui dépend du nombre de passages, qui celui-ci ne dépend pas du coup du volume. Et ensuite, il y a un levier pour certains qui veulent agir sur le gaspillage alimentaire, qui correspond justement au volume qu'ils jettent. C'est-à-dire que quand on va aller chez un client pour aller récupérer 1, 2 ou 3 bacs, ça va lui coûter moins cher que si on y va pour récupérer 6, 10 ou 20 bacs. Et de ce point de vue-là, notre modèle économique, bien qu'il semble contre-intuitif, il garde quand même tout son sens, puisque je disais tout à l'heure qu'il existe des déchets qui sont inévitables, et de toute façon, il vaut mieux que ces déchets-là finissent dans la filière la plus adaptée plutôt qu'ils soient brûlés. Merci. Alexandre, vous, du coup, vous nous avez expliqué au début un peu le parcours des Belles Gamelles. Aujourd'hui, vous travaillez sur l'anti-gaspi avec de nouveaux pôles pour lutter contre ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail les différents axes de développement que vous projetez pour le futur ? Tâtonne encore en fait. Depuis 2 ans, on a marché, on a avancé la tête dans le guidon sans vraiment savoir où on allait. C'était de l'aide alimentaire pour les hôpitaux, puis c'est devenu pour les gens de la rue, puis l'anti-gaspi s'est rajouté et ce volet insertion. Pendant 2 ans, on a été très accompagnés. C'est vrai, comme disait Jean-Jacques, ça se base avant tout sur des relations humaines. Pour moi, j'ai rencontré 1500 personnes en 2 ans qui se sont impliquées de plus ou moins loin, que ce soit des bénévoles ou tous les autres acteurs. Et rien n'aurait pu se faire sans toutes ces personnes qui nous ont aidés chacun à sa façon. Il y a eu aussi beaucoup de subventions, mais on avait quand même un budget conséquent pour payer 3 salaires, des charges, tous les produits auxquels on n'avait pas accès. Et finalement, le coût de revient d'une barquette est quand même proche de 5 €, ce qui était un peu ce qu'on avait imaginé au tout début quand on avait fait un premier crowdfunding, mais qui reste quand même très conséquent. En effet, on ne peut pas s'appuyer que sur les subventions et on n'a même pas demandé sur 2022 de subventions parce qu'on est à la recherche de ce modèle économique et comment pérenniser cette action, et on pensait que cette 3e année allait nous permettre de le faire. Là, tout est chamboulé, on a mis en pause, je vais un peu dans tous les sens. Quand on parle d'éducation à la lutte contre le gaspillage, je me suis retrouvé dans des réunions avec des acteurs de l'ESS qui m'ont dit c'est super ce que vous faites, mais en fait vous incitez presque les gens à jeter puisqu'ils savent qu'ils vont pouvoir vous les donner. Avec les grossistes du mine, à un moment, on s'est dit on récupère entre 50 et 100 tonnes par an, il ne va plus y avoir de déchets. En fait, le nombre de déchets, qui est vraiment pas conséquent en effet par rapport au volume qui est traité sur le mine, mais il est stable. En fait, on n'a pas changé ce volume de déchets. Donc, comment est-ce qu'on arrive justement à ne pas avoir ce côté pervers où le fait de nous retraiter ces produits fait que les gens sont capables de consommer plus. Il y a toujours... On dit au niveau macroéconomique qu'on jette à peu près 30% de ce qui est produit. Ces 30% qui sont produits, finalement, c'est nous, consommateurs, qui les payons parce qu'au bout d'un moment, c'est inclus dans le volume. Donc, le premier truc à faire, c'est en effet de lutter contre le gaspillage.
et il faut le valoriser. Donc une des pistes de recherche, c'était justement de valoriser 100% de ce qui est jeté sur le mine, donc qui représente entre 100 et 150 tonnes par an, dans l'optique aussi de créer des filières commerciales, pour que ces filières commerciales nous permettent de financer les actions de Belgamel et la distribution aux associations de quartier. Donc voilà, on est en train d'essayer de mettre ça en place. On se donne encore jusqu'à la fin de l'année pour le trouver. Là, j'ai trouvé des nouveaux partenaires très forts là, qui vont mettre à ma disposition du mécénat de compétences, justement en termes juridiques, comptables et d'ingénierie de projet. Et puis on discute avec la métropole, avec le mine, de voir comment est-ce qu'on... Il y a une loi aussi qui arrive et qui va imposer, comme tu disais, qui va aussi être facilitatrice pour qu'on valorise 100% de ces déchets, qu'on en garde une partie pour Belgamel, une autre pour les associations de quartier. Peut-être faire une conserverie, une distillerie, des paniers solidaires. Il y avait une autre option que j'avais envisagée qui était de vendre ça à une société qui fait des insectes protéinés, là, à la fois pour faire de la farine animale et pour la consommation humaine, mais ça ne décolle pas trop au niveau de la consommation humaine. Et leur usine de farine animale, finalement, elle est dans le nord-est, donc ce n'est pas intéressant, on ne va pas envoyer des déchets dans le nord-est de la France. Et voilà, essayer toute notre piste de réflexion là, pour les 3 mois est vraiment axée sur trouver une solution pour pérenniser cette action et continuer à faire aussi... ce qui est super important, c'est l'interassociatif. Hier, j'étais à une convention toute la journée qui s'appelait Fin d'avenir, montée par le Secours catholique, le mouvement d'économie sociale et solidaire. Enfin, il y a énormément d'acteurs qui réfléchissent à ça. Il y a tout ce travail aussi de groupement de producteurs. Quand on a commencé l'association, la première raison pour laquelle les pouvoirs publics nous ont accompagnés, c'était aussi de réinjecter de l'argent dans l'agriculture, puisque les restaurateurs s'arrêtant, ils arrêtaient d'acheter des produits, et donc les agriculteurs se retrouvaient... Et au début, on avait tendance à dire on fait du produit frais et local et si possible bio. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne faisait rien de local en fait. Nous, les grossistes du mine, ils ne s'approvisionnent pas à part les petits producteurs, mais qui, eux, vendent beaucoup en direct et ont beaucoup moins de pertes. Finalement, c'est très peu local. Donc comment est-ce qu'en passant par justement des groupements de producteurs plus locaux, on arrive à faire peut-être un marché d'intérêt local. Il y a une COP qui s'est montée pour faire ça aussi, pour essayer de travailler avec ces producteurs et quitte justement à les payer aussi, parce que le modèle économique il peut être là-dessus aussi, c'est-à-dire on a envie que les gens qui n'ont pas accès à ces produits y aient accès à un tarif plus raisonnable, et il faut aussi que les agriculteurs puissent bouffer et pas être payés en dessous du SMIC pour leur production, qu'elle soit bio ou pas. Donc voilà, c'est toutes les réflexions qui sont en cours, et c'est complexe, mais il y a une vraie volonté commune d'énormément d'acteurs, et voilà, il faut réussir à embriquer toutes ces pièces du puzzle pour travailler ensemble, et c'est comme ça qu'on arrivera à trouver des solutions. Merci Alex. Nicolas, vous êtes à une échelle artisanale dans votre production. Est-ce que vous envisagez d'industrialiser ce process, ou vous voyez des limites en termes économiques ? Oui, pas mal. Oui, alors nous, on n'a pas l'ambition d'industrialiser le process. Pourquoi ? Parce que déjà, le fait de récupérer nos invendus de pain, ça n'a pas un grand intérêt économique. Donc, à grande échelle, ce n'est pas très intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup de retraitement derrière. Il faut qu'on puisse le récupérer, qu'on doit le trancher en morceaux, après on doit le sécher, après on doit le conditionner pour qu'il puisse rentrer dans le système de production de la brasserie, ce qui est assez contraignant, et ça n'a pas un coût économique, c'est un coût de temps. Et le malt d'orge, c'est pas ce qui coûte le plus cher dans la bière, donc en fait ça serait plus intéressant en fait de pas utiliser du pain pour faire de la bière. En plus, il faut savoir que quand on fait de la bière au pain, ça amène des contraintes techniques parce que le matériel de brasserie n'est pas fait pour utiliser du pain. Le pain, il y a du gluten, du coup ça a tendance à colmater, en fait ça fait des filtrations très difficiles. Donc, à grande échelle, c'est pas très avantageux. De plus, nous, en fait, on est quand même très attachés à notre terroir et très ancrés sur notre région. On travaille depuis le début avec surtout au niveau des paysans meuniers, sur des producteurs locaux à qui on fait confiance, qui nous font des farines et des matières premières extraordinaires. Et on préfère rester une petite entreprise locale. On a quand même une boulangerie de quartier. On est très impliqué dans notre vie de quartier au Fer à Cheval, qui est un quartier qui essaie justement de se relancer un petit peu suite aux travaux du tram. Et voilà, nous on est très impliqués là-dedans, donc on n'a pour le moment pas des vues de
de se développer. Alors peut-être dans Toulouse, mais dans la France, pour le moment, ça ne nous intéresse pas forcément. Après, sur la bière, vu que c'est des produits qui se conservent, on a quand même des points de vente un peu partout, à Paris, à Bordeaux, ou enfin des caves qui nous prennent des bières. Mais sur le pain, qui est le gros de notre production quand même, on reste sur du local. Nous, on ne vend que sur Toulouse et sa région quand on travaille, parce qu'on travaille en partie avec notre boutique et aussi avec des pros, quoi, des boutiques. Surtout des boutiques vrac et des boutiques bio, parce que moi, je viens du monde du vrac à l'origine. Donc j'avais un réseau là-dedans et on est une bonne alternative pour ces boutiques-là justement qui peuvent montrer qu'on peut faire du pain justement responsable. Très bien, merci Nicolas. Alors, il y a Valentin qui va devoir nous quitter parce qu'il a un autre rendez-vous. Mais avant ça, j'avais une question à vous poser, Valentin. Avez-vous une ambition de vous développer dans d'autres villes? Et aussi, est-ce que dans un futur proche ou long, on peut imaginer des conteneurs en bas de chez nous, comme on a aujourd'hui des poubelles bleues, des poubelles vertes? Est-ce qu'on peut imaginer bientôt des poubelles de compostage en bas de chez nous, plus besoin d'aller au parc public? On peut mettre tout ça en bas. Alors effectivement, nous, la preuve de concept qu'on a réussi à faire à Toulouse depuis un petit peu plus de 2 ans, on a l'ambition de l'exporter en fait en dehors des frontières de Toulouse et plus largement dans la région et peut-être même au niveau national. Donc l'idée, c'est effectivement de bien s'appuyer sur ce qu'on a pu prouver, c'est-à-dire le fait que les gens déjà sont impliqués, sont demandeurs de solutions. Donc nous, on a une vraie propension à faire intervenir les gens et à leur proposer des solutions un petit peu clés en main pour qu'ils puissent, par le biais de leur entreprise, par le biais de leur commerce de proximité, avoir des solutions de tri des déchets pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir des composteurs dans leur jardin, par exemple. La réglementation, j'en ai pas parlé, mais elle prévoit que d'ici au 1er janvier 2024, tout le monde ait des solutions. Donc c'est vrai que c'est demain finalement. Et il y a plein d'initiatives qui sont en train de se mettre en place. Alors les privés, les restaurants, les événements, la restauration collective savent déjà qu'ils vont devoir faire appel à des prestataires privés. Donc nous, on répond avec nos forces sur un certain nombre de sollicitations. Par contre, en ce qui concerne les particuliers, nous, on va souhaiter proposer une solution qui nous semble très adaptée, qui ne sera pas la solution unique, puisque bien évidemment, dans certaines collectivités, et il y a beaucoup d'essais qui sont faits à l'heure actuelle, je dirais, si on veut essayer de capter un maximum de déchets alimentaires pour plus qu'ils soient incinérés, il faudra compter sur un mix entre le compostage par les personnes eux-mêmes dans leur jardin, par éventuellement des bornes d'apport volontaire, comme on connaît par exemple à Toulouse avec le verre et le carton, avec des solutions comme Hector qui permet aussi de trouver un canal pour arriver à recycler correctement ces déchets-là, et avec d'autres solutions que peuvent être aussi l'alimentation des insectes dont tu as parlé, Alex. En fait, il y a toute une filière à organiser, et aujourd'hui je pense que toutes les solutions sont bonnes à prendre. Il y a suffisamment de déchets, voire trop de déchets, pour que plein d'acteurs puissent se positionner dessus et essayer de trouver les solutions les plus pertinentes. Super, merci beaucoup Valentin. Par rapport au transport de tous ces déchets, comment est-ce que ça ne devient pas un coût plus important finalement que la méthanisation qui finalement coûte pas si cher? Le transport qui prend le dessus, et quand vous arrivez sur des gros volumes. Alors nous, c'est vrai qu'on a une spécialisation dans les petits et moyens gisements de déchets, c'est-à-dire qu'on va plutôt pas adresser ou pas s'adresser à ceux qui ont des trop gros volumes, puisque du coup ça suppose d'avoir des mobilités relativement peu douces. Nous, on collecte exclusivement en véhicule électrique. On est en train de regarder sur du vélo également, pour arriver à avoir finalement un maillage qui nous permette de maîtriser notre impact et, à notre échelle en tout cas, d'essayer de trouver la solution la plus vertueuse au niveau logistique. Après, ça va dépendre aussi de comment s'installe la méthanisation, de où vont s'installer les plateformes de compostage, pour que les déchets, une fois sortis des cœurs de centre-ville, ils puissent être valorisés le plus localement possible. Puisqu'effectivement, comme tu le précisais, on a entendu dire qu'il y a certaines sociétés qui imaginent prendre des déchets à Toulouse et les amener jusqu'au gros méthaniseur à Nantes. Bon, nous, typiquement, on trouve que c'est pas super pertinent, quoi. Nous, là, sur les 2 dernières années, avec notre véhicule électrique, on a fait 36 000 km. Là, pour...
Au maximum. Alors nous, on a une zone de collecte qui s'étend à 20 km autour du Capitole. Donc voilà, on essaye sur une concentration relativement urbaine de trouver... Oui, c'est assez large. Mais ce qui est permis du coup par le véhicule électrique, parce qu'en vélo, c'est un peu plus compliqué de couvrir autant. Mais c'est vrai que Toulouse étant quand même assez étendue géographiquement, on a choisi ce moyen de transport pour essayer d'être le plus efficace possible. A fait une étude, réfléchi effectivement pour 2024, à mettre des points de compostage ou de récup biodéchets proches des récup verts ou autres, pour effectivement que les gens aient des points d'apport, parce que tout le monde ne pourra pas avoir son composteur. On y a répondu, on attend la réponse. Ah, bon, voilà. Bon, merci beaucoup Valentin, on vous libère. Et j'invite Laurent Capla, cofondateur de bienmanger.com, qui va prendre la place de Valentin et qui va nous parler d'un projet, un projet européen sur lequel vous travaillez. Et je vous laisse prendre la parole. Bonjour. Alors moi, je vais vous parler d'un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie européenne de R&D qui s'appelle Horizon 2020 et qui fait écho à une stratégie européenne qui s'appelle de la ferme à la fourchette, Farm to Fork, et en fait qui répond à l'enjeu que vous avez donné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, mais dans le monde, c'est à peu près pareil, il y a à peu près 30% des aliments produits qui sont jetés, qui sont gaspillés. Alors, ça va depuis chez le producteur, parce que ce qui coûte très cher dans les fruits et légumes, c'est aussi la cueillette. Et donc, il y a des producteurs qui, à un moment donné, choisissent de ne pas récolter s'il n'y a pas le débouché en aval. Et donc, c'est du gaspillage. Mais déjà, pour produire, pour que ce fruit ou ce légume soit arrivé à maturité, il y a eu de l'énergie dépensée pour le travail des champs. Et donc, il y a une forme de gaspillage. Il y a du gaspillage qui se fait dans toutes les étapes de distribution, dans les conteneurs, dans la logistique, dans les entrepôts des grossistes, comme aux mines, des détaillants, et qui se fait aussi dans vos frigos. On jette tous. Alors, une partie se retrouve peut-être demain dans des collecteurs de Hector le Collector ou dans les bornes d'apport volontaire de déchets organiques. Mais il y a des déchets à tous les étages de la production à la consommation. Et dans le cadre de ce projet européen qui s'appelle Sister, qui est un projet très récent, il y a une vingtaine de partenaires de plusieurs pays européens qui ont décidé de travailler ensemble pour essayer d'apporter des réponses à chaque étage. En fait, c'est une sorte de macro-projet avec l'idée de travailler sur différentes innovations à différents étages. Et nous, bienmanger.com et notre agence BM Service, on va travailler en particulier en amont, notamment sur la notion de développer les circuits courts. Parce que, un peu comme peut-être l'a laissé sous-entendre M. Bolzan tout à l'heure, avec le développement des marchés de producteurs, on s'aperçoit à l'échelle française ou à l'échelle européenne que les circuits courts sont une bonne réponse à la lutte contre le gaspillage parce qu'ils permettent plus de flexibilité sur les calendriers. Il y a des producteurs en France, en Europe, qui se plaignent notamment si une saison pour une production donnée est un peu en avance ou un peu en retard, mais le produit arrive alors que les distributeurs ne sont pas prêts à le commercialiser. Et donc, s'il y a des volumes et que le marché n'est pas prêt à les prendre, des fois, ils ne sont juste pas récoltés ou ils sont jetés. On le voit en fin de saison. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes un producteur de melons et que vous avez encore pas mal de melons, c'est un peu compliqué parce que le marché, c'est la rentrée. On ne veut plus manger du melon. Et oui, mais s'il y a des melons qui sont produits, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, c'est aussi un gisement de gaspillage. Et donc, le circuit court, il recrée du lien social aussi. Et alors, comment développer les circuits courts? Dans le projet Sister, on s'est dit, pour développer les circuits courts, aujourd'hui, on a tous des applications et on peut aider à faciliter. L'idée, c'est d'arriver à mettre en place des outils low-tech, c'est-à-dire très peu chers. L'idée, c'est pas de demander que chaque producteur s'équipe d'un site à 10 000 €, mais c'est est-ce que pour 0 € ou pour 10 €, un producteur peut avoir une application qui lui permette de commercialiser en direct auprès d'un réseau de proximité ses productions. Donc ça, c'est un exemple d'innovation qui va sortir dans le cadre du projet Sister. Il y a d'autres acteurs qui travaillent sur des bioplastiques. Je ne sais pas si vous avez écouté en venant ce matin, on nous a parlé on s'est fait taper collectivement en France sur les doigts par la Cour des comptes sur le fait qu'on ne faisait pas assez d'efforts pour réduire nos déchets. Et qu'il y a une part des déchets qui utilisent encore des matières plastiques. Il y a une des composantes du projet européen, c'est de mettre en place des bioplastiques pour mieux protéger les fruits déjà et les légumes et éviter du gaspillage, mais faire aussi des bioplastiques qui soient compostables en milieu naturel. Donc ça, c'est une innovation à laquelle le projet Sister entend contribuer. Et puis il y a aussi des innovations qui sont des innovations culturelles ou sociales.
vous l'avez sous-entendu tout à l'heure, il y a des produits, aujourd'hui on parle de DDM, sur un pot de sel, sur un paquet de pâtes, sur un sac de riz, il y a une DDM. On vous dit à consommer de préférence avant je sais pas quoi, une date qui est de 3-4 ans. Moi je vous garantis un truc, c'est que votre paquet de riz dans 10 ans, si vous l'ouvrez, vous pouvez le manger, vous n'allez pas mourir. Hein. La pire des choses qui puisse arriver, c'est si vous le conservez dans des mauvaises conditions d'humidité, s'il y a des insectes qui viennent dedans, bon là éventuellement ça ne va pas être propre à la consommation. Pareil, une conserve, aujourd'hui on met 3-4 ans sur une conserve conservée dans des bonnes conditions, 10 ans après vous pouvez l'ouvrir. Et aujourd'hui il y a une part de gaspillage qui se fait pour des histoires de normes sociales ou d'over ou de surcrainte entre guillemets sur la qualité sanitaire des produits. On voit apparaître des mouvements, y compris dans la GMS, où on nous dit il faut militer pour l'arrêt des DDM sur certains produits. Parce que des personnes ne voient plus que la date et font la confusion entre des produits frais, un yaourt qui a dépassé depuis 2 mois sa date limite, ne le mangez pas. Mais un paquet de sel qui a dépassé de 2 ans sa date limite, sans problème, c'est un conservateur. Il n'y a vraiment pas de problème. Et donc, voilà, le projet Sister, l'idée, ça fait un peu écho à ce qu'on a entendu avec ces différentes initiatives, mais c'est de continuer. Et je pense que pour lutter contre le gaspillage, il faudra des innovations dans différents domaines à l'échelle locale. Et le projet Sister entend contribuer à amener un certain lot d'innovations et à les mettre à disposition du plus grand nombre. Merci Laurent. Alors, je vais maintenant donner la parole au public et aux personnes qui nous suivent, qui nous regardent sur YouTube. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Ouais. Bonjour, Michael Lacambra, chef cuisinier, restaurateur sur Montpellier. J'accompagne les restaurateurs dans, entre autres, la transition, s'ils la désirent, vers quelque chose de plus écologique. Notre région est grande. Moi, je viens de Montpellier, qui est à l'autre bout de la région. J'ai l'impression que les informations traversent mal. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Pardon. Et du coup, sur Montpellier, on est une grosse concentration de restaurateurs, très actifs, très impliqués dans ce changement. La question que j'aurais aimé poser d'ailleurs à Hector le collecteur, c'est comment mettre en place de façon collective au sein de notre région des actions qui vont être comprises et rapidement mises en place au sein, en ce qui me concerne moi, de la restauration, et comment faire passer ce mot que c'est au sein du restaurant, au sein du restaurateur et par de la sensibilisation au sein des équipes qu'on pourra avancer plus rapidement. Si ma question n'était pas claire, je peux la reformuler. Merci. Alors, qui souhaite répondre à cette question? Jennifer. Merci de votre question. Alors, vous l'avez dit, vous avez déjà apparemment un collectif assez fort dans votre région, enfin, puisque département en tout cas. Du coup, vous passez peut-être des organisations syndicales, mais elles doivent exister aussi, avec des résultats divers selon les endroits. Mais vous l'avez dit, en fait, ça passe par la sensibilisation. Moi, je vous engage à vous tourner vers des organismes de formation qui vont être spécialisés par quelque chose de projet commun à l'échelle d'un établissement, peut-être de plusieurs s'il n'y a pas de sujet concurrentiel. Après, on ne s'entend pas toujours avec ses voisins, mais voilà, ce genre d'initiative, après, peut se faire aussi avec, quand les équipes, il n'y a pas beaucoup de turnover, j'entends, je connais bien le milieu de la restauration, mais effectivement, on fait passer beaucoup de messages en impliquant les équipes. La volonté, en tout cas la volonté du chef d'entreprise ne suffit pas, mais ça s'applique à plein de domaines d'ailleurs. Hein. Vous pouvez pas, et la posture du chef d'entreprise ne peut pas être dans le descendant en permanence. Vous avez déjà assez d'obligations à faire passer à vos salariés sans pour autant rajouter des choses. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que voilà, faire passer ce message-là par un autre canal, par une autre personne, voilà, un peu déporter le sujet par quelqu'un d'autre peut être intéressant.
Et nous, en tant que métropole, enfin, ou ville, les communes, bien sûr, mais là, c'est entre autres une métropole comme Toulouse. L'idée aussi, c'est d'accompagner. Nous, on va lancer le Festival du Bien Manger en juillet. Alors, Festival du Bien Manger, ce n'est pas uniquement que la nourriture, c'est aussi tout ce qu'il y a autour du bien manger. L'art de la table, le gaspillage alimentaire, enfin, c'est tout ce qu'on trouve autour qui va être sur 3 jours en plein cœur de Toulouse. C'est la Chambre régionale d'agriculture qui va l'organiser. Comme ça, les agriculteurs qui parlent aux agriculteurs, c'est encore mieux pour les faire venir parce que, au même titre que chez les restaurateurs, il faut aussi arriver à fédérer, à faire venir les producteurs, les restaurateurs. Ce que vous dites aussi, c'est pour arriver à les fédérer, parce que faire des actions, essayer d'avoir tout le monde, vous ne les aurez jamais. Et moi, j'essaie de travailler sur voir comment on peut, nous, métropole ou ville de Toulouse déjà, pour sensibiliser. On a une quarantaine de restaurateurs qui sont déjà un peu dans votre état d'esprit et qui sont connus. Et donc, à partir de comment on peut soit créer des rencontres, mais peut-être le faire non pas au niveau de la ville globalement, mais le faire par quartier peut-être. Enfin, vous voyez, pour que celui qui est convaincu, autour de lui, il y ait des non-convaincus non plus. Parce que sinon, si on n'a que des convaincus, on ne va pas avancer. Enfin, on va se faire plaisir entre nous dans la réunion. Mais donc, c'est peut-être, je regarde pour qu'en 2023, ce soit l'année de la sensibilisation. C'est dans les écoles. J'ai eu ma collègue Mariola Landelobadère, donc je lui ai demandé pour mi-novembre de savoir tout ce qui se faisait dans les écoles, que ce soit périscolaire ou scolaire, pour voir en 2023 comment, quitte à faire des appels à manifestation d'intérêt ou autre, parce que nous, on serait incapable de faire, pour décupler l'information et l'éducation au goût, au bien manger dans les écoles, parce que ça commence par les enfants. Hier, je déjeunais avec des enfants dans une école à Saint-Martin-du-Touche, avec des primaires, des CM2, pour voir comment un peu ils appréhendent la restauration collective, contrairement à ce que disent les parents ou les profs des fois, parce que voilà, il y en a beaucoup qui parlent à la place des autres. Et donc, parce qu'il est important d'avoir cette sensibilité des enfants, de se connaître leur goût. Et on lance des études depuis cette rentrée sur la quantité et la qualité. Questionnaire aux enfants en fin de repas, la quantité, la qualité. De l'autre côté, on pèse aussi, on a acheté des balances connectées sur certaines écoles pour peser, voir si c'est le pain qui est le plus gaspillé, si c'est tel plat en sauce par exemple, parce que la sauce n'allait pas, pour arriver à trouver, acheter, garder les mêmes proportions et tout, mais arriver à faire les repas les plus adaptés à ce que mangent les enfants. Le fruit, j'ai eu la pomme hier, les pommes, elles revenaient 8 fois sur 10, la pomme, elle revenait. J'ai dit, mais voilà, parce qu'elle n'est pas... peut-être que coupée en deux, ça marcherait mieux. Enfin, bon voilà, donc c'est pas facile, il faut travailler. Et sur les restaurateurs aussi, avec les restaurateurs, il faut travailler de façon groupée, mais par secteur, je pense. Et sur les restaurateurs, moi je pense que le 4 mains aussi peut bien fonctionner. C'est vrai que moi je connais des restaurateurs qui vont jeter une seule poubelle après 2 services de 50 personnes. Faire un 4 mains avec un chef qui n'a pas cette habitude-là et un autre qui travaille comme ça. Moi je prône aussi pas mal, et je ne suis pas restaurateur à la base, c'est d'échanger la salle et la cuisine aussi. Que chacun se rende compte du boulot de l'autre. Et je pense qu'entre restaurateurs ça peut marcher. Et dans des villes comme Toulouse et Montpellier, je connais aussi Paris, je bosse avec des vignerons, et quand je leur fais faire le tour des restos ici à Toulouse, ils me disent mais c'est fabuleux d'avoir une ville où finalement les gens travaillent ensemble et on ne se tire pas la bourre. Et je pense que c'est un peu pareil. J'étais allé visiter le mine de Montpellier, il y a une super dynamique aussi sur le mine de Montpellier qui essaye de faire vraiment et proche des quartiers aussi, il y a une vraie implication avec les quartiers. Donc on est quand même sur des villes où ça bosse ensemble, quoi. On avait une deuxième question. Oh, ouais. Je suis consommatrice, tout simplement. Et vous avez répondu à ma question, puisque moi, il y a vraiment beaucoup de travail à faire du côté, sur tous les paliers du gaspillage, et surtout sur le côté consommateur. Donc, par exemple, sur les dates limites de consommation ou de préférence de consommation, il y a des produits qui sont... je prends le miel, par exemple, qui ne se périme jamais. Mais alors, très peu de gens sont au courant. Part du principe qu'il y a une date sur le bocal, on ne peut pas dépasser cette date. Le fait de faire passer le consommateur en salle de cuisine et d'inverser les rôles et de montrer jusqu'où on peut aller pour ne pas gaspiller, ou en tout cas gaspiller le moins possible, c'est hyper intéressant. Et faire des rencontres dans des quartiers, consommateurs, restaurateurs, agriculteurs, producteurs, peu importe, tous les paliers possibles de la consommation, c'est juste vraiment, c'est ça qu'il faut mettre en place pour que ça bouge sur toutes les strates de la consommation, quoi. Du coup, j'ai plus de questions, c'était tout répondu. C'est important aussi d'aller dans les quartiers. Oui. Là, nous, on développe un projet que vous avez à Montpellier aussi qui s'appelle des étoiles et des femmes, où on a identifié 12 femmes dans les quartiers. Il y a eu 6 mois de sélection et on les emmène, on leur offre une formation en CAP cuisine et on les place dans 12 restaurants et on les accompagne pendant 18 mois. Et du coup, on a commencé pour les tester à aller faire des ateliers avec un chef dans des quartiers, donc sur le marché de la Rennerie.
donc quartier très musulman et tout, et on est arrivé avec du poisson cru, avec un chef, du poisson cru, des fraises, et au début ils nous ont regardé, mais qu'est-ce que vous faites et tout, et on a fait participer les habitants à cet atelier de cuisine, et au final il y a 150 barquettes qui sont parties, et les gens étaient ravis, et ils découvraient un truc qu'ils n'avaient jamais touché avant de leur vie, quoi. Et il faut vraiment créer ces dynamiques, aller à la rencontre. Ce que tu disais sur le Noël solidaire, pareil, là on va investir aussi, nous les allées Jules Gued, avec tous les jours un couple de femmes donc, issues des quartiers et le chef, pour montrer aussi à tout ce public. Et puis les chefs qu'on a sollicités, qui se sont tous embarqués dans le projet, ils ont dit c'est fabuleux d'avoir accès à ces publics-là, auxquels d'une, ils ont ce manque de main-d'œuvre que vous avez tous, et voilà, ils n'iraient jamais penser à aller recruter là-bas. Et elles, en perte de confiance, jamais elles oseraient aller frapper à la porte d'un restaurant. Donc ça, c'est vraiment un beau projet. Il faut multiplier ce genre d'initiatives. Bon, super. Alors, je vais devoir mettre fin à cette table ronde. Merci encore à nos 5, 6e même invités d'avoir participé à cette table ronde. J'espère que le public a pu apprendre de nouvelles choses, ceux qui nous suivent sur YouTube aussi. Je vous invite à continuer la conversation, la discussion avec nos invités. En bas, il doit y avoir un petit cocktail qui nous attend. Est-ce qu'ils utilisent des couverts végétaux? On ne sait pas, on va découvrir ça. Et des produits locaux. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.